nous sommes dans une situation aujourd'hui avec un certain nombre de lois et de décrets dans une situation où se pose la question du droit d'auteur, du statut de l'auteur et de ses possibilités ou non de vivre de son écriture. Avec nous, nous avons donc David Camus, qui est à la fois écrivain et directeur de collection chez un éditeur, et Ayordal, et David Camus est aussi quelqu'un qui est très engagé pour le droit des auteurs, et Ayordal, lui aussi, auteur, éditeur, et encore plus engagé pour le droit des auteurs. L'un d'entre vous pourrait-il nous expliquer la situation particulière dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui en France, bon, plus tard en Europe, mais surtout en France, au niveau du droit d'auteur? Oui. Vas-y. La situation de la France est une situation particulière puisque la situation de l'auteur en France est relativement particulière puisque, contrairement à bien d'autres pays, d'abord l'auteur est en relation directe avec son éditeur. Il faut savoir que dans la plupart des autres pays, l'auteur passe par un agent. Première exception. Deuxième exception, il y a ce qu'on appelle en France le droit d'auteur, le respect du droit d'auteur, qui, comme chacun sait, est un droit qui reconnaît à l'auteur la propriété entière, inaliénable, inaccessible sur son œuvre. Il faut savoir que pourquoi est-ce qu'on est aujourd'hui dans une... Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que l'auteur ne peut pas abandonner sa propriété littéraire. Ça veut dire qu'il ne peut pas la confier à quelqu'un. Autrement dit, quand un auteur signe un contrat avec un éditeur, ce qu'il cède à l'éditeur, si vous voulez, ça n'est pas la propriété sur son œuvre, mais simplement c'est le droit de l'exploiter. C'est tout à fait la différence avec le copyright. Ce qui est la différence principale avec le droit anglo-saxon appelé copyright, où effectivement la plupart des auteurs abandonnent littéralement la propriété sur leur œuvre, ce qui veut dire concrètement qu'un éditeur peut faire ce qu'il veut de votre œuvre sans avoir à vous demander l'autorisation pour avoir de compte à vous. Ce qui fait que, comme d'autres créateurs, la plupart des créateurs, l'auteur a un statut particulier dans le droit français et belge d'ailleurs, qui ne lui permet pas d'avoir accès à un certain nombre de, comment dire, d'avantages qui sont ceux des salariés. Alors, un auteur n'est pas un salarié. Un auteur est payé, il est rémunéré sous la forme de droit d'auteur. Un droit d'auteur, c'est quoi? On perçoit un avaloir, c'est-à-dire quand on signe un contrat, par exemple pour un livre, on perçoit une somme, alors généralement la moitié de la somme à la signature, l'autre moitié à la remise et acceptation du manuscrit, voire parfois à la parution du livre, ce qu'il vaut mieux éviter parce que on ne sait jamais trop quand un livre peut paraître. Et cet avaloir donc est, comme son nom l'indique, avaloir sur le produit des ventes futures du livre, donc correspond toujours à un pourcentage. Bon, alors, 10, 11, 12, 10, 12, 14% du vente du liqueur taxe du livre pour les grands formats, parfois un peu moins pour les ouvrages jeunesse et ou illustrés. Cet avaloir vous est dû. Ce que je veux dire par là, c'est que même si votre livre ne génère pas suffisamment de ventes pour pouvoir le couvrir l'avaloir, l'auteur n'est pas tenu de rembourser son avaloir, contrairement à une avance qui, elle, vous n'avez pas signer de contrat où on vous propose une avance, parce que l'avance, vous devez la rembourser si elle n'est pas couverte par les ventes. Il y a des choses à ajouter. Alors, mais c'est un statut extrêmement particulier qui fait en sorte, par exemple, qu'un auteur ne pourrait jamais avoir droit à un statut comme celui des intermittents du spectacle, par exemple, qui lui donnerait droit à des allocations de chômage, des congés maladie et des choses comme ça, puisque l'auteur conserve, quel que soit le contrat qu'il signe ou presque, un certain nombre de droits sur son œuvre qui sont totalement incessibles
et qui fait en sorte que ça ne peut pas entrer dans ce genre de... Si je puis me permettre, je ne crois pas que ce soit parce que l'auteur conserve ses droits qu'il n'est pas mieux payé. Je veux dire, il ne faut pas croire que les gens soumis au copyright sont mieux traités que les auteurs. Ah, c'est pas ça que je dis. Je veux dire, c'est que le problème de l'auteur, c'est que c'est à la fois une sauvegarde, une protection de l'œuvre de l'esprit, mais qui, en même temps, défavorise l'auteur. Je ne sais pas. Il faut voir que d'abord, on n'est jamais... Enfin, personne ne vous oblige à être auteur. Et quand on signe un contrat, que je sache, on ne vous met pas un pistolet sur la tempe pour vous obliger à signer. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, chaque auteur est aussi responsable du contrat qu'il signe. Et malheureusement, je dirais, beaucoup d'auteurs ont déjà payé pour être publiés. Ensuite, malheureusement aussi, beaucoup d'auteurs ne lisent pas forcément les contrats qui leur sont proposés par les maisons d'édition et signent des contrats qu'ils ne devraient pas accepter. Maintenant, si on veut rentrer dans les détails plus techniques, c'est vrai que les droits d'auteur, par exemple, qui sont l'argent que perçoit un auteur pour vivre en quelque sorte de son travail, bon, ça le comprend, il n'y a pas de chômage, évidemment, il n'y a pas de retraite, il n'y a pas de congé payé. Bon. En revanche, on peut avoir droit à une sécurité sociale à travers les AGSA à partir d'un certain revenu. Je crois que c'est 8 000 euros. Oui, c'est un petit peu plus de 8 000 euros par an. Ce qui ne paraît pas extraordinaire, sauf il faut quand même savoir qu'actuellement le revenu moyen des auteurs se situe en dessous de 600 euros par mois. Donc pour atteindre les 8 000 euros, voilà, on voit déjà qu'il y a un petit problème. Surtout quand on sait que ce qu'on entend par auteur, il n'y a pas que les auteurs qui touchent le droit d'auteur. C'est-à-dire qu'il y a un traducteur qui est aussi, qui a un statut d'auteur, un traducteur touche le droit d'auteur. Il est payé comme un auteur. Un directeur de collection, qui n'est pas forcément salarié dans une maison, moi je suis directeur de collection, je ne suis pas salarié, je perçois des droits d'auteur à valoir sur les ventes des futurs ouvrages que je vais publier. Ces droits d'auteur vont faire des droits aux AGSA. Ça risque d'être une question. Ouais. La différence étant que le traducteur est l'auteur de la traduction, alors que le directeur de collection est le promoteur du livre. C'est vrai. Le travail, après si on rentre dans ce que doit faire un directeur de collection choisit les livres qui vont être publiés par ces maisons, rédige ce qu'on appelle les quatrièmes de couverture, c'est-à-dire les textes qui sont au dos du livre, qui présentent le livre, rédige ce qu'on appelle des fiches FFL, fiches fonction libraire ou argumentaire, de manière à présenter le livre aux commerciaux, et le directeur de collection accompagne l'auteur dans l'écriture du livre, qui peut être amené à mettre un peu la main à la pâte, et accompagne aussi généralement le traducteur dans la traduction, c'est-à-dire qu'on renvoie les textes. On est un peu, avec l'auteur et le traducteur, le garant, si vous voulez, de la qualité du livre une fois terminé. Mais pour en revenir à la question de la sécurité sociale, etc., oui, les auteurs ont droit à une sécurité sociale qu'ils payent au travers d'un certain nombre d'organismes, mais par contre, un auteur atteint d'une maladie dégénérescente qui ne lui permet pas d'écrire n'aura droit à aucun congé maladie, à aucun statut particulier par rapport à ça. Mais là, c'est aussi une vision un peu très particulière de l'auteur. Parce que si on regarde dans la sociologie des auteurs, il y a aussi beaucoup de gens qui en fait travaillent. Et l'écriture est une activité secondaire. Dans les auteurs, il y a aussi beaucoup de journalistes, d'enseignants qui, par ailleurs, cotisent ailleurs. D'éditeurs, de traducteurs. C'est-à-dire que je pense que les métiers les plus représentés chez les auteurs sont les métiers secondaires, si on veut, ou primaires, je ne sais pas. Professeurs, oui, journalistes, éditeurs, traducteurs, c'est souvent les métiers qui reviennent plus souvent. Mais j'ai cru comprendre au regard de lois, de débats, d'annonces diverses depuis à peu près 24 mois, que les choses sont en train de changer pour les auteurs en France. C'est assez compliqué. J'essaie à la fois de répondre à la question, au problème que tu as soulevé. La réponse principale, pourquoi y a-t-il autant d'auteurs qui ont un métier à côté, c'est parce qu'on n'arrive pas à bouffer de ce qu'on écrit.
C'est un cercle vicieux. Énormément de gens qui publient des ouvrages assez régulièrement, pour certains, de l'ordre de 1 par an, aimeraient pouvoir se consacrer entièrement à l'écriture. Malheureusement, les droits versés, que ce soit en termes d'avaloir ou que ce soit en termes de pourcentage sur les ventes, sont insuffisants pour pouvoir arrêter l'autre boulot. Par ailleurs, les avantages sociaux, on appelle ça avantages sociaux, alors qu'en fait il s'agit juste de droits sociaux concernant la sécurité sociale, la retraite, le chômage, sont dans le statut d'auteur, dans ce qui est considéré comme un statut d'auteur, mais le statut d'auteur n'a jamais été défini en France. Never. Par le code de la propriété intellectuelle. Non, le code de la propriété intellectuelle n'a défini aucun statut. Le code de la propriété intellectuelle définit simplement ce qui permet à un auteur de revendiquer une possession, c'est-à-dire en tant que propriétaire, sur une œuvre de l'esprit, le travail qu'il a fait. Du coup, son statut est défini. Non. Non, alors maintenant il va falloir remonter à des choses qui sont intéressantes. Donc à la Constitution et au préambule à la Constitution qui date de 1946. Tout salarié a droit à un statut. Comment on dit, les commerciaux à l'époque, on appelait ça des VRP, etc., a droit à un statut. Toute profession a droit à un statut. La profession d'auteur n'a jamais été reconnue. Elle n'existe dans aucune case. C'est-à-dire que quand on nous range au niveau de la sécurité sociale ou d'autres domaines, pas de la sécurité sociale, c'est un cas à part, puisque j'expliquerai après. Le droit du travail. Pour les impôts, les revenus d'auteur sont ce qu'on appelle assimilés salariés. Mais alors qu'on n'a pas du tout les mêmes avantages qu'un salarié, puisqu'encore une fois, il n'y a pas de chômage, pas de congé payé, mais on paye nos impôts comme un assimilé. Nos revenus sont assimilés à ceux des salariés. Alors que par exemple en Belgique, ce sont des revenus mobiliers, mais pas du tout des revenus de salaire. Il y a un certain nombre de cases à la CAF, caisse d'allocation familiale, dans lesquelles rentrent à peu près tous les gens qui bossent, et même les gens qui ne bossent pas. Les auteurs sont classés avec les curés et anciennement les commissaires de police. Non mais c'est pas une plaisanterie, hein, je veux dire, on est dans un truc, on ne sait pas, personne ne sait, il n'y a jamais rien eu d'écrit, donc c'est à part et à partout. Et généralement il n'y a pas de case, justement. C'est autre. Oui, autre. La seule institution qui reconnaît aux auteurs leur existence, c'est le fisc, et en offrant deux choix, donc effectivement soit de se déclarer comme salarié, c'est-à-dire de bénéficier du régime des salariés en termes fiscaux, absolument pas en termes de régime social d'une façon générale, soit le régime des BNC, bénéfices non commerciaux, au même titre que, je ne sais pas, l'agriculteur par exemple, ou... Grâce à leur aux frères réels. Voilà. Et toutes les professions libérales en fait. Mais on est sur quelque chose qui est presque... Enfin, qui maintenant commence à dater d'un siècle et demi. C'est-à-dire qu'au départ, les auteurs, ce n'étaient pas des gens qui écrivaient pour en vivre, c'était des gens qui écrivaient pour donner à lire alors au départ à une certaine intelligentsia, et puis petit à petit on a étendu ça par l'intermédiaire des publications qui ont été faites dans les journaux à la fin du 19e siècle à quelque chose d'un peu populaire, mais globalement l'auteur était rémunéré par son sponsor. On n'appelait pas ça sponsor à l'époque, mais mécène. C'était du mécénat. Ce qui faisait bouffer l'auteur, c'est que des gens aimaient ce qu'il écrivait et balançaient des ronds dedans. Oui, vous avez des revenus, même comme Flaubert, enfin, qui pouvait assurer des rentes. Dans notre cas, pas forcément des revenus, mais des dettes, comme Balzac. Donc on a souvent prétendu d'ailleurs que s'il avait autant de dettes, c'était aussi parce que ça le poussait à écrire. C'est un autre débat. Et on n'est jamais réellement tout à fait sorti de ça. C'est-à-dire qu'à aucun moment donné, la société s'est dit on va créer un statut qui permettra à des gens qui ont envie d'écrire et qui savent intéresser d'autres personnes par l'intermédiaire de leurs écrits de bouffer et d'avoir une condition contractuelle avec la société leur permettant d'exister à part entière. C'est indirectement revendiquer la mise en place d'un revenu de base. D'un revenu, oui, quelque part, oui. Revenu de base. Quelque part, oui. Un revenu minimum qui serait attribué à pour tous. Les auteurs, ça peut être gênant, c'est pas qui le donne, pourquoi il mais on peut parler simplement de ce qu'un auteur peut percevoir. Enfin, est-ce que vous avez une idée de, par exemple, combien de livres il faut vendre
enfin, on va prendre des chiffres très théoriques. Hein, la chaîne du livre. La chaîne du livre. Bon, quand un livre est vendu, mettons, 20 €, combien perçoit un auteur? Encore une fois, ça va être très très schématique. 2-3 euros. 5%. Pardon? 5%. Si je parle plutôt d'un grand format, donc sur 20 €, effectivement, un auteur généralement va toucher 10% du prix de vente public hors taxe. Moins 5,5, bon, grosso modo, oui, c'est 2 €. Il faut savoir que les chiffres de vente, évidemment, s'effondrent littéralement pour la plupart des auteurs. Aujourd'hui, bon, un livre, c'est quand même, mettons, 1 an de travail. Ça va se vendre aux alentours, si on a de la chance, je dirais, si on a de la chance, c'est le pire, 3000 exemplaires. Bon, ben on gagne 3000 fois 2 €, 6000 € pour 1 an de travail. C'est pas évident. Mais en même temps, comme je le disais, personne ne vous oblige à être auteur. Hein. Mais qu'est-ce qui change actuellement? Quelles sont les choses qui sont en train d'être mises en place par rapport au statut de l'auteur et qui, petit à petit, changent les choses? Il y a un petit peu plus de 25 ans, il y a pratiquement 30 maintenant, les associations d'auteurs se sont battues pour obtenir un statut auprès des organismes sociaux et on a créé les AGSA, qui sont un système de sécurité sociale et de caisse de retraite qui était spécifique aux auteurs, donc tenant compte du fait que les revenus étaient extrêmement faibles, permettait de cotiser pas trop cher pour avoir droit au remboursement des médicaments, mais pas à l'arrêt maladie, pour avoir droit à une retraite qui est il vaut mieux toucher la retraite minimum. Okay. Ou le RSA, globalement, mais il y avait quelque chose qui s'était mis en place. En ce moment, on est en train de détricoter ce système-là, c'est-à-dire même de nous le supprimer par l'intermédiaire d'une augmentation générale des cotisations qu'on va devoir payer. C'est-à-dire qu'entre aujourd'hui et 2016, puisque ça doit être mis en place en 2016, on va nous demander de verser 8% de nos revenus supplémentaires pour notre cotisation retraite, sachant qu'un auteur ne peut jamais s'arrêter de travailler, non pas parce que s'il s'arrête de travailler il est mort, mais parce que s'il s'arrête de travailler, il n'a pas de retraite, c'est très clair. Donc ça sera la retraite minimum. La retraite minimum n'est pas quelque chose qu'on a fait pour permettre aux gens de vivre dans des conditions décentes, on l'a fait simplement pour sortir du quart monde, pour avoir des statistiques sympathiques qui permettent de dire que finalement les retraités peuvent éventuellement s'en sortir avec un loyer de 50 € par mois. Et bon, là, j'exagère un tout petit peu, mais vous comprenez le principe. Donc, on va nous augmenter dans les mois qui arrivent nos cotisations. On va augmenter nos cotisations brutalement. On va passer, grosso modo, actuellement, on cotise déjà pour pratiquement 20% de nos revenus. 20% de nos revenus partent pas. Quel que soit le seuil de... Non, pas quel que soit le seuil. Il faut être au-dessus d'un certain revenu pour avoir le droit de payer les cotisations qui permettent d'avoir droit à un certain nombre de choses. Donc, comme le disait David tout à l'heure, aujourd'hui il est un petit peu au-dessus de 8 000 €. C'est-à-dire quand on paye moins de 8 000 €, quand on gagne moins de 8 000 €, on a une part obligatoire qui s'en va de toute façon. On est ce qu'on appelle dans ces cas-là assujetti aux AGSA, c'est-à-dire que voilà, on n'a pas les bénéfices, mais on paye quand même. Voilà, les Belges appellent ça un précompte. Donc quel que soit l'auteur, quel que soit le bouquin, il y a un pourcentage qui part directement aux AGSA. Si on a la chance de dépasser un certain revenu, donc 8 000 et quelques euros, je ne sais plus précisément, 8 300 et des cacahuètes, on a le droit de cotiser en plus pour avoir enfin accès à une partie de la sécurité sociale. Cette partie-là concerne essentiellement les remboursements de médicaments. Alors il y a depuis très récemment, depuis 2 ans et des cacahuètes, 3 ans je crois, on a aussi droit à des congés maladie, mais dans des conditions qui sont assez terribles parce que les temps de carence sont... Maternité aussi. Maternité, voilà, ça commence. 90 jours de carence avant de pouvoir toucher le moindre sou.
ça simplifie, mais grosso modo, on est là-dessus, et ce sont des sommes ultra minimum. C'est-à-dire qu'on n'est pas rémunéré comme un salarié normal, enfin un salarié, je veux dire, sur ce qu'on gagne habituellement, mais on est rémunéré à un forfait journalier qui est très très bas. Pour la retraite, c'est encore pire, puisque la cotisation retraite pour les auteurs a 27 ans, si je ne m'abuse. Donc, tous les gens qui ont travaillé avant, leurs trimestres ne seront pas comptabilisés. Ils sont comptabilisés qu'à partir du moment où ils ont commencé à cotiser. Oui, non, ça très très bien. On nous a créé là-dessus une caisse de retraite complémentaire obligatoire qui nous impose de verser par an un certain nombre de... Enfin, jusqu'à maintenant, on nous imposait de verser, on avait le choix entre 4 tranches. 5, je crois. La spéciale ABCD, il me semble. Spéciale ABCD, 5 tranches qui nous permettaient de cotiser à des prix relativement, enfin à un coût relativement raisonnable, la possibilité d'avoir une retraite complémentaire qui vient de s'afficher en plus de la retraite universelle, celle que tout le monde touche, la retraite minimum, pardon. Qui nous permettait, par exemple, quand on était dans la tranche la plus basse, celle à peu près la seule que peuvent s'offrir la majorité des auteurs, la classe SP, spéciale, qui nous permettait de toucher 800 €, 890 aujourd'hui en 2013, c'était 2014, ce serait 890 € de plus annuel. Annuel, oui, situé. Donc, et là, on nous supprime ça, plus exactement, on le modifie, cette caisse de retraite complémentaire obligatoire ne va plus être fixée en fonction de critères. On a le choix, c'est tiens, j'ai pas trop de sous donc je paye ça, j'ai un peu plus de sous, je paye un peu plus, etc. Là, on nous dit simplement maintenant, ça va être 8% de vos revenus qui vont partir d'un coup. De la même façon qu'on a expliqué aux gens qui avaient ce précompte, mais qui pour une raison XY, précompte donc de cotisation sociale, pour une raison XY, par exemple parce qu'ils avaient un boulot à côté. Citons cet exemple merveilleux d'un auteur qui travaille chez Airbus, donc, dont je tairai le nom pour ne pas lui faire de la pub parce que c'est vraiment un ami cher, cotise déjà à ses cotisations sociales, donc bénéficie du régime social de tout le monde, et on va dire par solidarité, on lui demandait un effort qui jusque-là s'arrêtait à grosso modo 8% de ses droits d'auteur. Donc on va déjà lui augmenter de 8 supplémentaires. Là, on lui demande un effort de solidarité qui devient encore plus élevé, sans que ça lui rapporte quoi que ce soit, et on va en plus l'obliger à cotiser à cette caisse de retraite complémentaire à hauteur de 8% de ses droits d'auteur. Très honnêtement, c'est très sympa en termes de solidarité, c'est pas forcément très juste en termes d'équité. Mais ce n'est rien par rapport aux auteurs qui gagnent très très peu. Je vais vous refaire le truc. On est 55 000 auteurs en France. Il y a 1200 auteurs qui vivent de leur plume. Et pardon, pas qui vivent de leur plume, qui gagnent plus que le SMIC mensuel. Okay, 1200 seulement sur 55 000. La moyenne globale de ce que gagnent les auteurs mensuellement est en dessous de 600 €. Donc crève la dalle. Très sérieusement, on crève la dalle. On nous augmente nos cotisations en nous expliquant que c'est pour nous permettre, à notre retraite, de ne plus crever la dalle. Alors déjà, on sait bien que les centimes que ça va rajouter ne vont pas être terribles, mais en plus, la ponction qui est faite sur nos revenus présents nous coupe carrément l'herbe sous les pieds. Enfin, la bouffe, quoi. C'est même plus la question de mettre du beurre dans des épinards, c'est de mettre de la margarine dans du suif. Non, mais la question que ça peut poser, et elle se pose, c'est faut-il finalement être assujetti, affilié aux RSA et vraiment cotiser? N'a-t-on pas intérêt, tous en tant qu'auteurs, à ne rien payer? À cesser de payer et à cotiser de manière privée à côté. Mais puisque... il y a un autre problème, peut-être qu'on en reparlera, c'est la question de la loi sur les indisponibles. Mais puis, justement, je vais faire la transition, puisque vous considérez le droit d'auteur comme une propriété, au même titre... C'est pas nous, c'est c'est la loi. Ayardan a défendu cette position-là, notamment dans le cadre du droit du... Tu peux finir Oui, mais quand on lit le code de la propriété intellectuelle, c'est ce qui est indiqué. Est-ce que je peux finir? Merci. Bien sûr. Et qu'en considérant le droit d'auteur comme une propriété au même titre qu'un bien matériel,
qui sont eux aussi assujettis à un certain nombre d'impositions, taxes, etc. Est-ce que c'est pas une logique, voilà, de devoir payer un certain nombre de taxes, de prélèvements sur cette propriété? Je suis pas sûr de comprendre la question. Vous avez une maison... J'ai une réponse à ça par exemple. Je comprends la question, mais est-ce que quelqu'un, puisqu'on parle de propriété, une famille acquiert une maison qui est sa propriété, a le droit de la léguer à ses enfants. Si on continue selon le droit d'auteur tel qu'il existe dans la plupart des pays du monde, cette maison, 70 ans après la mort, 70 ans minimum après la mort du premier propriétaire, revient à l'État. Et à ce moment-là, il faut que l'État foute à la porte toutes les personnes qui vivent dans cette maison. Donc vous êtes contre le domaine public? Non, on n'est pas juste contre, non, on n'est pas contre le domaine public. On explique justement que on est pour le domaine public, mais on n'est pas non plus pour offrir tout à tout le monde tout de suite. Est-ce que vous considérez justement le droit d'auteur comme une propriété? Mais est-ce que c'est pas ça l'erreur justement? On va recommencer. J'entends très très bien ce que tu dis et je ne ferai pas les erreurs que tu étais en train de commettre, Sarah. Excuse-moi, c'est de confondre deux trucs. Tout travail est le fruit d'une ressource intellectuelle. On est d'accord? Que tu sois plombier, que tu sois ébéniste, que tu sois maçon, que tu sois ingénieur, que tu sois... Tout est le fruit d'une ressource intellectuelle. Comme notre boulot d'auteur est le fruit d'une ressource intellectuelle. Le tien, tu n'as pas envie qu'on te le prenne. Tu n'as pas envie... Non, très très honnêtement, est-ce que tu as envie que j'aille prendre tes bouquins, ta bagnole, n'importe quoi chez toi, n'importe quand? Non. C'est une question de rapport ensuite à la propriété. C'est différent. Mais je suis en train de t'expliquer que tout boulot, quel qu'il soit, est le fruit d'une ressource intellectuelle. Le nôtre, il n'est pas que 100% intellectuel. Par exemple, quand je me sers de mes doigts pour taper sur un clavier, pour transcrire ce qu'il y a dans ma tête, pour écrire le bouquin, je pourrais être rémunéré comme n'importe quel secrétaire, dactylo, comptable. Et ça changerait quoi? Ça changerait simplement un truc. Ce que j'aurais gagné avec ça ne serait pas cessible à qui que ce soit, jamais. Ça appartiendra à mes enfants quand ils mourraient, etc. Et le droit de propriété en France, et quand je dis en France, je suis gentil, c'est dans le monde entier, il est infini. Il y a une seule profession. Ce sont les artistes, où il y a une limite, c'est 70 ans après la mort de l'auteur. 50 ans dans certains pays comme le Canada. C'est terminé, le Canada et les États-Unis ont signé les accords de la Convention de Berne, et donc ils sont passés à 70. Non, le Canada, c'est encore 50 ans. Non, c'est 70, ils ont signé. Ils ont signé les accords de Berne. Oui, c'est tout récent. La mise en application va être un petit peu plus délicate à faire, parce qu'il y a des conflits, entre autres, avec la France sur certains auteurs. Oui, mais enfin, c'est fait, c'est signé. Mais cette propriété-là, elle est transmissible. On ne parlait pas de la propriété transmissible. Personnellement, je suis contre l'héritage. C'est un truc tout bête, au désespoir de ma fille, hein, par exemple, mais je suis contre l'héritage. Ceci dit, la loi qui est valable pour tout le monde n'est pas valable pour un certain nombre de créateurs, dont les auteurs, d'une façon générale. Pourquoi ne s'applique-t-elle pas, alors qu'on a reconnu le droit de la propriété intellectuelle comme étant un droit de propriété imprescriptible, pourquoi ne s'applique-t-elle pas au même titre que les autres? Ça, c'est une question. Il ne s'agit pas de prédation. La propriété est défendue quand elle est la propriété d'un prédateur, de quelqu'un qui l'a prise à quelqu'un d'autre. Georges, c'est pas de ça dont on parle. Ouais. Moi, je veux savoir ce que tu proposes, en fait. Ouais. Sur le droit d'auteur? Oui. On pourra en discuter, mais je pourrais reprendre on est là pour ça. De fond en comble le cadre de la propriété intellectuelle, en mettant d'autres mécanismes de financement, de rémunération des auteurs, notamment dans un contexte où on est de plus en plus dans une société numérique avec des pratiques culturelles qui s'appliquent sur Internet et le web, mettre en place, par exemple, imaginez un type de rémunération comme la contribution créative, qui est défendue par certaines associations, qui permettrait de, en prélevant une somme sur les abonnements Internet, par exemple,
de collecter et de répartir ces sommes collectées et les répartir en fonction de différents auteurs. La création. C'est-à-dire, moi ça... je fais une photo, je la publie, j'ai le statut. Mais c'est la quantité qui compte. Non, c'est à partir de quand on considère que quelqu'un est un auteur. Est-ce qu'il faut avoir un statut amateur ou professionnel? Parce que la question, elle est là aussi. Là, on parle dans des cadres où le statut d'auteur est reconnu en tant que professionnel. Mais n'importe qui, puisque ce n'est pas une nécessité d'être auteur, n'importe qui peut être auteur, justement. Et moi, je peux me mettre à écrire sans avoir besoin d'être édité, etc. Mais je suis auteur et je vais pouvoir... Il faut savoir accepter le débat. Oui, il n'y a pas de problème. C'est juste, c'est difficile, ça fait très longtemps, mais c'est intéressant d'en parler, mais ça fait très longtemps qu'on essaie de nous spolier de tout, sous le prétexte que tout ce qui sort de nos têtes devrait appartenir à tout le monde. Non, parce qu'il y a une reconnaissance. Je termine. Je vais juste te répondre. Quand toi, tu fais des travaux chez toi, c'est pour toi. Ok? Moi, quand j'écris, j'ai deux possibilités, soit écrire pour moi, soit écrire pour les autres. Quelle est la différence entre le moment où tu es auteur et le moment où tu ne l'es pas? C'est quand tu t'arrêtes d'écrire pour toi, que tu écris pour les autres, que les autres te lisent et éventuellement ont encore envie de te lire et ou trouvent un intérêt à ce que tu écris. La différence, elle est là. Quelle est la différence entre un menuisier professionnel et quelqu'un qui fait des travaux de menuiserie chez lui? Elle est aussi là. C'est à un moment donné un service que tu rends. Alors je parle de service, pas définition du sel, tu sais, tu connais les sels. C'est quelque chose que tu apportes aux autres et qui aujourd'hui dans notre société est sanctionné par une rémunération, des taxes, etc., etc. Donc, la différence entre l'auteur et quelqu'un qui serait éventuellement un auteur du dimanche ou un menuisier du dimanche ou quelqu'un qui répare sa bagnole lui-même, elle se situe à peu près là. C'est quand il y a communication et que cette communication s'étend un petit peu, c'est-à-dire qu'elle passe au-delà du stade de la famille et des amis très très proches qui vont te lire, mais qu'elle passe à des gens, à des inconnus. Là, il y a une situation d'auteur qu'on appelle professionnel ou pas. Alors là, ça, je m'en fous. Moi, je reconnais toute personne qui est lue par quelqu'un d'autre ne le connaissant pas est pour moi un auteur à part entière. Statut que reconnaissent la plupart des associations d'auteurs d'ailleurs, hein, dont le syndicat des écrivains non français. Je veux te dire qu'à partir du moment où tu écris ou tu publies, tu es un auteur, quel que soit ce que tu écris ou ta façon de publier, que ce soit sur internet ou que ce soit à travers nous. Moi, ce que j'aimerais savoir, en fait, je n'ai toujours pas très bien compris ta question, ou je ne suis pas sûr vraiment d'avoir compris. Je vais te poser une question concrète. J'ai écrit un roman, il peut te plaire, tant mieux. Tu décides, toi, dans ton schéma, si tu décides, toi, d'en faire un film ou de l'adapter en bande dessinée, est-ce que tu me demandes la permission ou pas? Est-ce que tu... Bah oui. Parce que je nie pas, même si j'aime pas ce mot-là, la paternité d'une œuvre. Il y a effectivement... Mais pourquoi tu n'aimes pas la paternité? Parce que c'est un peu misogyne comme appellation. C'est un point de vue... Mais effectivement, un auteur a le droit et dans son droit d'autoriser ou pas, ou en tout cas... Pendant combien de temps alors? Tout au long de sa vie, d'accord, pourquoi pas. Mais comme il le disait, je suis contre l'héritage moi aussi, et je pense qu'à partir du moment où l'auteur meurt, eh bien je vois pas pourquoi on devrait prolonger de 70 ans les droits patrimoniaux. À tel point que ça peut arriver à des situations vraiment totalement délirantes, notamment avec l'exemple de la société Moulinsart, où Nick Rodwell, le mari de la deuxième veuve d'Hergé, qui veut publier un album inédit de Tintin un an avant, en 2041 ou 2042, je ne sais plus, avant que Tintin entre dans le domaine public, pour prolonger de 70 ans supplémentaires et constituer encore, conserver son monopole sur l'exploitation de l'œuvre. Je ne suis pas non plus expert. Et ça pose des problèmes en termes d'héritage culturel. Je peux me tromper, hein. Sinon ça t'a vérifié. Je dis ça vraiment avec tous les guillemets qu'il faut, mais je crois qu'une œuvre posthume publiée avant la fin de la durée de la propriété littéraire ne la prolonge pas. Non, elle peut... En revanche, si elle est publiée après, oui, alors là, mais je ne crois pas qu'elle la prolonge.
À vérifier, à vérifier. Selon Rodwell, ça va trop loin, c'est même la stratégie qu'il veut mettre en place. Mais là, tu prends Ça, l'exemple de Tintin. c'est une histoire de copyright et plus de droits d'auteur. Voilà. Là, C'est dans le mode américain, celui qu'on veut nous imposer, que ce truc est utilisable. Il ne l'est pas dans le droit français. À la rigueur, aux États-Unis, ils ont un système de copyright, mais il y a aussi le fair use, qui n'est pas reconnu. Donc il y a l'usage équitable, c'est-à-dire que grâce au fair use, n'importe qui peut avoir une certaine utilisation d'une œuvre à partir du moment où elle ne nuit pas à l'exploitation commerciale. Autrement dit si je veux défendre mes intérêts, si je veux défendre mes intérêts et puis aussi ceux de mes enfants, j'ai le droit de défendre l'intérêt de mes enfants si je le veux, on peut aussi considérer que certains auteurs mènent des vies telles que leurs enfants en payent le prix cher. Mais je connais de nombreux exemples de grands écrivains, français ou étrangers, dont les enfants ont payé un prix très cher. Le fait d'avoir eu un père ou une mère écrivain célèbre. Mais si je t'écoute bien, je vois que si je veux défendre mes intérêts financiers, j'ai plutôt intérêt à me mettre, moi, comme une société copyright, je m'achèterais dès le début, je mettrais un copyright sur mes propres œuvres, je me mets sur le copyright dès le début. Pourquoi? C'est sur un plan financier, non, j'ai pas intérêt à faire ça. Il y a des exemples d'auteurs, quels qu'ils soient, hein, pas seulement pour le livre, qui ont développé des modèles économiques à partir de licences libres, notamment les Creative Commons. Quand ils ont les moyens de le faire. Non, qui ont réussi à développer des modèles économiques qui autorisent l'utilisation, le partage, la diffusion de leurs œuvres, mais à partir du moment où il y a un enjeu économique ou une exploitation commerciale, et bien là, il va falloir payer des droits pour l'auteur. Mais c'est repenser le cadre du droit d'auteur et accorder des droits. Non, le cadre du copyright. Mais les romans, les gens qui veulent reprendre, c'est marrant parce que ça faisait justement partie des négociations. J'ai pas eu gain de cause, hein. Mais en ce qui me concerne, mais ça ne me concerne que moi, et je ne veux certainement pas en faire une loi générale d'appliquer aux autres auteurs. Enfin, des gens qui voudraient se servir, piocher dans mes livres pour faire d'autres choses, ça ne me pose pas vraiment de problème. Et d'ailleurs, mes livres sont piratés. Je comprends d'autant mieux que justement il n'y a pas encore d'édition numérique. Je dirais que ça ne pose pas plus de problème que ça. Mais comme vous l'avez dit, vous ne pouvez pas faire une situation générale. Non, je m'exprime à titre tout à fait personnel. Et qu'actuellement, c'est quand même pas la majorité. Oui, mais je ne pense pas que Marc Lévy ce sont des questions. accepte. Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Je ne connais pas Marc Lévy. Non, mais je ne partirai pas du principe que Marc Lévy est forcément posé, je ne le connais pas. Mais je crois que justement ce qui est important, c'est qu'on puisse respecter les libertés de chacun, et je ne sais pas s'il peut y avoir des lois générales absolument là-dessus. Pour l'instant, il y a des lois qui existent, il s'agit aussi de les respecter, on peut les faire évoluer, on peut les abroger, mais on peut aussi considérer que peut-être pour chaque auteur, ça peut être une question personnelle, pourquoi pas. Quel est votre point de vue sur Relire, le dispositif mis en place par le BNF? C'est très simple. On va commencer par quelque chose qui est la base de Relire. Donc l'idée de Relire, ce qui nous a été vendu, comme étant l'idée de Relire, c'était de pallier aux insuffisances des éditeurs. Pas du tout. C'était de pallier au fait que Google était en train de s'accaparer tout un patrimoine pour des fins commerciales et sans que les auteurs puissent en profiter. Donc ça c'est la motivation de départ, c'est comme ça que ça nous a été présenté. Et puis on s'est aperçu petit à petit que ce qui était en train d'être mis en place, c'était exactement le système Google, en un petit peu plus compliqué, parce que Google a l'honnêteté de temps en temps de perdre des procès. Alors quand c'est une loi, quand je dis l'honnêteté de perdre des procès, quand tu pratiques le vol, à un moment donné, tu t'exposes à te prendre un procès dans la figure et à le perdre. C'est arrivé à Google sur beaucoup de bouquins. Ouais, récemment, le juge Shin lui a donné raison à Google sur la numérisation. Oh oui, il y en a d'autres et des plus rigolotes. Il y a des jurisprudences qui se créent dans tous les sens, qui sont amusantes. Par contre, quand un État, comme l'État français, décide qu'à un moment donné, alors là j'appelle ça réellement du piratage et non plus de la contrefaçon, parce que c'est un acte de piraterie, tu sais, c'est tout ce qui est tombé sur mon île m'appartient, j'en fais ce que j'en veux, je peux le revendre et je fais quoi que ce soit. Quand l'État français dit Google c'est mal, mais par contre nous on va le faire nous, on va faire comprendre, on décide à un moment donné que les droits d'auteur, ils n'existent plus sur une partie de ce qui devrait normalement appartenir à l'auteur. On va essayer ça comme ça. Et attention, c'est pas pour le bien public.
Bon, là où on a été dégoûté par le Conseil constitutionnel sur un mensonge terrible, c'est de faire croire que c'est pour le bien public. Non, pas du tout. C'est pour le bénéfice des éditeurs qui possédaient les autres droits d'exploitation, mais pas celui numérique, qui vont pouvoir aujourd'hui exploiter le numérique dans des conditions, mais financièrement, ridicules. Et pas seulement financièrement, il y a des questions de qualité aussi, ça pose de gros problèmes de qualité, puisque les numérisations vont se faire de façon éhontée, et sans que, il faut bien savoir, bon, reprenons les choses aussi par le début, aujourd'hui la loi sur les indisponibles est une loi dont le décret d'application a été voté, si je ne me trompe, l'an dernier. Voilà. Non, 2013. Donc, le décret d'application, oui, je parle du décret d'application, qui autorise aujourd'hui la republication sous format numérique, donc, de textes dits indisponibles du français du XXe siècle, c'est-à-dire des textes qui ne sont plus disponibles sous la forme papier traditionnelle. Republication sous format numérique, sans avertir l'auteur ni lui demander son autorisation. Un auteur, a priori, a envie que son œuvre soit lue, il a envie d'être lu, mais pas forcément pas dans n'importe quelle condition. Il faut savoir que, pareil, des droits, pour pouvoir être cédés, doivent être expressément nommés, et de manière précise. Il est évident qu'avant 2000, les droits numériques n'ont pas pu être cédés de façon précise, puisqu'ils n'existaient pas. Le législateur est donc intervenu pour dire ah bah zut, tiens, les éditeurs sont privés de ces droits-là, on va les leur rendre par défaut. Et ces droits n'ont jamais été cédés. Et il faut voir aussi une autre chose, c'est que si les éditeurs ont décidé, et ce n'est pas l'auteur généralement qui décide de ne plus être exploité, c'est l'éditeur. C'est l'éditeur qui a renoncé à exploiter le livre, c'est pas l'auteur. L'auteur, lui, je dirais, il demande, dans la plupart des cas, pas lui d'avoir du succès et de vendre son livre. Donc si vous voulez, un éditeur, encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, ce qu'un auteur peut lui céder, ce n'est pas la propriété sur son livre, contrairement au copyright, mais c'est l'autorisation d'exploiter sous différents formats et dans différents pays son œuvre. Si justement ce droit s'accompagne d'une obligation pour l'éditeur, à savoir l'exploiter. C'est-à-dire que si je cède mes droits à un éditeur Z et qu'il n'en fait rien, moi je suis en train de lui dire, mais attendez monsieur, je vous ai cédé les droits, mon livre n'est toujours pas sorti, quand est-ce que je peux toucher un peu d'argent? On ne peut pas vous bloquer, on ne peut pas vous empêcher de travailler, on ne peut pas vous empêcher de gagner votre vie avec votre travail. Donc l'éditeur est obligé, si vous voulez, d'exploiter le livre. S'il ne le fait pas, il perd les droits. Et là c'est ce qui s'est passé, puisque comme il y a un défaut d'exploitation de la part de l'éditeur, il perd les droits, l'entièreté des droits, et j'allais dire, y compris des droits qui n'ont pas été cédés, donc les droits du numérique. Et il ne les a pas, les droits du numérique. Et là, c'est d'autant plus violent, je dirais, à l'égard des auteurs, que l'auteur doit faire la preuve, avec la base sur le livre, il doit faire la preuve que le livre lui appartient, etc., et que non, il doit se manifester lui, c'est-à-dire qu'il faut qu'il soit quand même au courant, on ne peut pas partir du principe que tous les auteurs sont au courant que cette loi existe, c'est pas le cas. Il y a beaucoup d'auteurs qui n'ont pas Internet, il y a beaucoup d'auteurs qui sont vieux, il y a beaucoup d'ayants droit qui ne savent même pas que c'est... Enfin, c'est terrifiant, ce truc. Donc c'est à l'auteur de faire la preuve que son livre lui appartient bien et qu'en plus il n'a pas envie que ce soit publié, alors que généralement tout ce qu'on lui a toujours dit, tout ce qu'on lui a toujours raconté, surtout en France, c'est que jamais son œuvre ne sera exploitée sans son autorisation, sans que le texte lui soit soumis, sans qu'on lui demande la permission. Et aujourd'hui on veut republier des textes sous format numérique, et c'est même pas, je dirais, une question d'argent, parce que généralement il n'y a pas beaucoup d'argent à se faire, mais en plus le texte peut être saccagé. Comme le texte n'est pas soumis à l'auteur, qui va aller lui montrer le texte pour qu'il puisse le relire et qu'il puisse s'apercevoir que quand il avait écrit le mot fruit, bah, il s'est retransformé en bruit. Ah mais le problème de relire, c'est surtout aussi dans la façon dont ça s'est passé, c'est qu'il y a l'argent public qui a été investi pour que la BNF numérise, puisque la numérisation s'est faite à partir du dépôt légal de la BNF. Donc, argent public investi une première fois, puis ensuite, pour acheter les livres effectivement numérisés, avec accord ou pas de l'auteur, il faut repayer. Donc on voit bien qu'il y a 2 fois de l'argent qui est investi pour un double scandale. Ouais, ouais, et que, à l'inverse, par exemple, c'est en Norvège ou en Finlande, je ne sais plus, ils ont mis plus ou moins un dispositif équivalent, mais il y a des contreparties. Il y a le système d'opt-out où les auteurs peuvent sortir s'ils ne veulent pas faire partie de cette base de données, mais il y a des accès pour l'ensemble des Norvégiens ou des Finlandais via les bibliothèques notamment. Donc, gratuitement, les gens vont pouvoir accéder aux titres qui ont été numérisés avec de l'argent public. Et ça, ça n'a même pas été cédé dans le système de l'opt-out existe en France. Encore faut-il être au courant. Mais bon, parmi les choses qui choquent, on nous explique, enfin la SOFIA nous explique qu'il est trop compliqué pour les éditeurs de prendre contact, de prendre langue avec l'ensemble des auteurs, des ayants droit, parce qu'on n'arrive pas à les retrouver, c'est trop compliqué, c'est trop de travail, voilà, mais on nous dit en même temps, et rassurez-vous,
quand même, si les textes sont publiés, vous serez payé. Et quand moi, je pose la question de savoir, mais attendez, si vous êtes capable de retrouver les gens pour les payer, pourquoi n'êtes-vous pas capable de les retrouver pour leur demander l'autorisation de les publier? Il n'y a pas de réponse. C'est curieux, mais il n'y a pas de réponse. Et j'aimerais bien avoir une réponse à cette question. Sans oublier le fait, petit détail, c'est que le paiement qui sera donné sera partiel, parce que l'éditeur, en remerciement du fait de ne pas avoir publié le livre, touchera une partie des droits d'auteur. La moitié, oui. Alors c'est 70% sur Amazon par exemple pour l'auteur. Hein. C'est-à-dire encore une fois un texte publié en direct par un auteur sur Amazon, et ça n'importe qui peut le faire, n'importe quel auteur peut le faire, n'importe qui peut le faire. Amazon vous reverse 70% du prix de vente que vous avez décidé vous-même. Ça peut être important aussi pour un auteur de fixer son propre prix, de choisir sa couverture. Nouveau modèle qui se met en place. Non, attends, il n'y a pas de nouveaux modèles qui se mettent en place. Actuellement, on est exactement dans le schéma d'essayer à tout prix de reproduire de vieux modèles dans un domaine où c'est absolument impossible. On voit des législations depuis Adopi, même avant ça en fait. Ça a commencé à la création de la SOFIA, qui était à l'époque, on a créé la SOFIA parce qu'il fallait à tout prix faire banquer les bibliothèques pour que les auteurs touchent des droits qu'ils ne réclamaient pas. Le droit du CERF est né là-dessus. On s'est fondé parce qu'on était contre cette idée-là. S'il y a bien un truc qu'on trouvait primordial, c'est que les bibliothèques existent et que les gens aient accès à la culture gratuitement à partir du moment où vous n'avez pas besoin de payer. C'est pour ça que je dis que c'est pas une question d'argent. Voilà. On ne s'est jamais battu pour gagner plus d'argent. On se bat pour survivre et on se bat pour qu'on arrête de nous traiter comme des millionnaires. Ouais, des millionnaires, des milliardaires ou des esclaves en fait, parce qu'on est un petit peu entre les deux. On est dans une situation où on confond toujours Éric Emmanuel Schmitt, Guillaume Musso et grosso modo une centaine d'auteurs qui sont considérés comme best-sellers parce qu'ils dépassent les 100 000 exemplaires par an. C'est déjà pas grand-chose, hein, si tu refais le calcul que David a expliqué tout à l'heure, c'est pas toujours si important que ça. Bon, c'est vrai que Schmitt, Musso, Lévy, Herbert, mais la plupart des auteurs sont dans une situation qui n'a strictement aucun rapport. Par contre, ils disposent toujours de la possibilité, ils disposaient toujours jusqu'à la loi sur les indisponibles de la possibilité de revendre leurs droits autrement, de trouver d'autres modes d'exploitation, etc. La loi sur les indisponibles crée une brèche dans le code de la propriété intellectuelle, c'est-à-dire qu'elle décide à un moment que un auteur peut être privé de sa propriété intellectuelle pour des raisons dites de bien public, qui ne sont que des raisons d'enrichissement d'éditeurs. On n'a toujours pas trouvé le bien public, parce que l'éditeur, quand il va republier le livre sous format numérique, c'est lui qui va décider du prix. Oui, c'est pas l'État, hein. Non? Là, ça serait le bien public. Mais par rapport au Conseil constitutionnel, justement, c'est là où vous êtes fait avoir. C'est parce que vous avez revendiqué la propriété, et ils se sont dit, bah oui, bah la propriété, intérêt général, il n'y a pas de distorsion. Du coup, relire n'est pas caduc. Il n'y a pas d'intérêt général. Détrompe-toi. Il n'y a pas d'intérêt général, il y a intérêt des... Non, mais dans la réalisation, il n'y a pas d'intérêt général parce qu'effectivement, ça ne correspond pas, ça répond pas à l'intérêt général. Mais si on suit la logique de dire, l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme, si la propriété peut, dans certaines conditions, si ça répond notamment à l'intérêt général, eh bien on peut perdre l'exploitation, le monopole de sa propriété. En quoi ça correspond à l'intérêt général? En quoi prévenir un auteur, lui soumettre le texte avant pareil sous format numérique, lui demander son autorisation? Non, mais après, de dire on va numériser des livres qui sont plus disponibles dans le commerce, ça répond à l'intérêt général. Aucun auteur n'est contre. Non, mais bien sûr, mais eux, le Conseil constitutionnel a raisonné comme ça, en disant, effectivement, la numérisation de l'ensemble des titres indisponibles du XXe siècle seront de nouveau accessibles en version numérique, on répond à un intérêt général. Et vu que vous avez avancé l'argument de la propriété, ils se sont dit, mais oui, mais là, il n'y a pas atteinte à la propriété, puisqu'on répond à l'intérêt général. Alors, contrairement à ce que tu penses, je crois que tu as assez mal lu l'arrêté du Conseil constitutionnel, il reconnaît absolument tout ce que nous revendiquions. Il reconnaît qu'il y a effectivement droit de propriété, il reconnaît que c'est totalement...
inamovible, incessible et tout ce que tu veux. C'est juste la dernière petite virgule qui dit il y a intérêt général. Là-dessus, le Conseil constitutionnel ment. On a parfaitement conscience. Ment. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas le temps d'étudier le dossier. C'est ce qu'on a appris par la suite. Hein. Il n'a pas eu le temps d'étudier le dossier correctement, etc. Et encore une fois, ça concerne très peu de personnes. Oui, vraiment très très peu de personnes. Ouais. Mais c'est qu'un des aspects. Mais il a reconnu la propriété à 100%. Il a juste dit c'est d'intérêt général. Alors, il se trompe là-dessus parce qu'il n'a pas pris le temps de faire le boulot, etc. Parce qu'il ne s'est pas intéressé au fait que nous avons démontré que ce n'était pas d'intérêt général, mais d'un intérêt privé qui était celui des éditeurs. Et là, on est loin de l'intérêt général. Parce que si c'est d'intérêt général, dans ce cas-là, ça tombe dans le bien public. Si ça tombe dans le bien public, d'une part, c'est l'État ou un représentant de l'État qui fixe le prix et qui le fixe le plus bas possible, c'est-à-dire au coût de revient. Alors, le coût de revient d'un livre numérique, je te jure qu'il est relativement ridicule. J'en ai dit, je sais comment ça fonctionne, quel que soit le tirage, il n'y a pas de tirage en l'occurrence, mais quel que soit le nombre de ventes, c'est-à-dire qu'on soit à 0 vente ou qu'on soit à 300 milliards de ventes, le coût total, et pour un livre numérique absolument merveilleusement fait par le meilleur codeur aujourd'hui qui existe en France, c'est 300 €. Tous les éditeurs précédents, ça coûte plus cher, ils sont complètement à côté de leur plaque, c'est qu'ils ont signé avec Jouve, comme la BNF par exemple. Et qui ne savent pas numériser. Non, ils ne savent pas numériser, et d'ailleurs ils reconnaissent des taux d'erreur qui sont absolument scandaleux et qui seraient inacceptables dans l'édition. 1%. Et ils l'ont reconnu publiquement. Il faut trouver une conclusion, ça va pas être évident. Trouver une conclusion, il y a deux débats qui sont engagés. On a aujourd'hui un gros problème en tant qu'auteur, et c'est valable aussi pour les éditeurs indépendants, c'est valable aussi pour les libraires indépendants. On a un gros problème, il va falloir que tout le monde puisse continuer à vivre en changeant peut-être un certain nombre de fonctionnements, mais il faut que tout le monde continue à vivre. Et puis, on a un deuxième gros problème, il y a une attaque massive qui s'effectue contre un certain nombre de professions dites indépendantes, particulièrement dans les domaines créatifs et artistiques. On le voit en ce moment sur les intermittents du spectacle, c'est piloté directement par le MEDEF. Le SNE a piloté directement la loi sur les indisponibles, mais ne pas croire que le SNE est indépendant du MEDEF. Voilà, on est quand même exactement dans le même type de système. Donc on va vers une transformation globale de la culture qui va se rapprocher de ce qu'on a fait de certain nombre de sports, comme le football, le rugby plus récemment, et maintenant on est en train de le faire sur des sports encore moins populaires pour l'instant, mais le handball, etc. etc. Et donc c'est une dévalorisation de la culture par l'intermédiaire de l'argent et d'une utilisation industrielle de produits intellectuels, entre guillemets. Quand je dis produits, ce n'est pas des produits comme des yaourts, c'est produit par ces petits cerveaux qui sont là. On a aussi un autre phénomène que je trouve extrêmement embêtant, c'est que tous les textes qui ont été posés récemment, les réflexions qui sont conduites à tous les niveaux sauf les auteurs, globalement, c'est... alors, comment le formuler gentiment? Nous sommes interchangeables, nous sommes interremplaçables, nous ne participons pas de l'éducation nationale, nous ne participons pas de la culture nationale ou internationale, on n'est plus que des machines à fabriquer, justement, des produits. Oui, ce qui est très frappant, c'est comme si, justement, je disais autrefois, la plupart, il faut savoir que la plupart des gens ne lisent pas, je crois que le nombre de livres lus en France est de l'ordre de 1 par an, et sauf erreur, c'est des statistiques, si j'ai bonne mémoire, les Français, je crois, consacrent à la lecture 3h30 par an, et cela comprend la lecture des journaux, quand le temps moyen consacré par jour à la télé par les Français est de l'ordre de 4 heures, 3h50. Donc un Français consacre plus de temps par jour à la télé en un an à la lecture, y compris de journaux. Et c'est vrai que la plupart des gens se font une idée des auteurs. Après tout, si on est auteur, c'est qu'on ait de l'argent, rentier, ce que vous voulez. Les auteurs, pour eux, c'est les gens qu'ils voient sur les affiches des bus, des métros, etc. C'est-à-dire Marc Lévy, Guillaume Musso, ça c'est un auteur. Moi, on m'a dit, mais tu es auteur, donc tu es très riche. Ce qui est extrêmement absurde, c'est-à-dire que la plupart des personnes, effectivement, aujourd'hui, aller dans une librairie, c'est devenu quasiment un acte militant. Une médiathèque pareille, etc. La plupart des gens n'ont pas idée, je dirais, de la diversité, de la profusion des livres qui existent, et aussi, je dirais, de l'état de précarité ou de la difficulté à vivre de la plupart des auteurs. Il faut vraiment en prendre compte. Et c'est vrai qu'on a l'impression que ce sont des lois qui arrivent pour punir des puissants, quand en fait elles tapent sur les plus faibles.
Aurélie Filippetti s'est exprimée dans ce sens, c'est-à-dire que ce qu'elle défend, c'est l'industrie culturelle, c'est pas la culture. Elle n'est pas la première, son prédécesseur Frédéric Mitterrand a fait la même chose. C'est lui qui est à l'origine de cette d'ailleurs, sur les disponibles. Oui, entre autres. Mais effectivement, c'est lui qui est à l'origine, c'est lui qui était le ministre en place au moment où d'autres que lui, des lobbies très puissants, ont contribué avec son assistance à créer ça. Et cette industrialisation de la culture, elle est extrêmement embêtante. On l'a vu dans les journaux. Hein, je pense que les Français commencent à prendre conscience que quand des grands groupes industriels prennent possession des journaux, il y a une modification complète de l'information qu'on va diffuser. Je pense que je connais plus le pourcentage. Ça se voit beaucoup dans les journaux télévisés. Ça se voit dans les journaux télévisés. Bon, la télévision, ma foi, on n'a pas. Ouais, mais les journaux papier, qui possède les journaux papier aujourd'hui en France? Regardez bien les groupes. Quelles sont leurs premières activités lucratives? C'est l'armement. Ou le BTP. Et pareil pour la télé. Hein. Et pareil pour la télé. Et pareil aujourd'hui pour la littérature. Le premier groupe mondial qui vend des bouquins dans le monde est le troisième groupe mondial d'armement dans le monde. Et il est français. Et dans les deux cas, hein, c'est toujours le même. Mais ces petites choses font que on va vers une dérive. Quand on commence à réduire les potentialités de la culture, c'est-à-dire sa diversité et ses modes d'expression, ce qui se passe en ce moment, on va vers une dérive de prise de pouvoir discrète, cachée. On va essayer de ne pas commettre pour une fois le point Godwin, mais on n'en est pas loin. Non, mais bon, de toute façon, le point Godwin est encore un problème. Mais je voudrais juste dire, ça, pour revenir à la culture, au fond, la vraie question, c'est peut-on se passer de la culture? Et à quoi sert-elle? Si on considère que la culture aide à la prise de conscience, aide au réveil, aide à voir le monde autrement et à le faire bouger aussi, à le faire avancer, il faut bien se rendre compte que de certaine façon, la culture fait peur aux conservateurs, en général. Moi je crois aujourd'hui qu'effectivement on a des situations extrêmement difficiles. Je pense que ce qui se passe sur le plan politique, ou ce qui se révèle sur le plan politique en France, de manière assez visible, quand je dis en France, je devrais dire en Europe, voire dans le monde, dites-vous bien qu'il se produit la même chose. C'est le résultat ou le reflet de ce qui se passe aujourd'hui, de ce que nous subissons en tant qu'auteurs. Et ça, c'est important justement d'en prendre conscience et de se battre contre ça. Quels sont vos moyens d'action? C'est une bonne question. si toutefois vous en essayez, parce qu'apparemment, ça va être un peu faire contre le côté. C'est une excellente question. La loi du plus fort. Donc, tu connais déjà à titre individuel, il faut savoir que les auteurs, nous sommes tous amenés à traiter avec notre employeur, entre guillemets, c'est-à-dire notre fournisseur d'argent, de façon individuelle. Il est très difficile, même pour les gens qui essayent de se regrouper, d'avoir une voie commune et de pouvoir aussi... Le problème n'est pas d'avoir une voie commune, ça on y arrive toujours, mais de dire tous ensemble on va faire quelque chose, c'est-à-dire motiver grosso modo 55 000 individualistes à avoir le même jour la même action ou à soutenir pendant un certain nombre de temps un type d'action, c'est vraiment pas évident. On est en haut de notre tour d'ivoire quand on travaille. Le problème du produit intellectuel, c'est qu'il sort de là, même si c'est formé à partir de ce qu'on a reçu, c'est-à-dire des gens qu'on a rencontrés, des discussions, des choses qu'on a vues, des choses qu'on a lues, des choses qu'on a entendues. Il y a un moment donné, dans la phase d'écriture, et qui est probablement la plus visible, on est tout seul, on décide de tout, et il y a un côté individualiste. C'est une indépendance qui parfois mène, non pas à l'égocentrisme, mais à une forme d'égotisme. De repli sur soi. Ou de repli sur soi qui n'est pas évidente. Donc, manifester là-dessus, comment avoir un moyen d'action à partir de là nécessiterait déjà de faire prendre conscience à tous les auteurs et à tous les ayants droit qu'il y a un problème. Et c'est vraiment pas facile. Ça fait 2 ans qu'on communique autour de la loi sur les indisponibles, et je suis toujours effaré dans chaque salon, dans chaque festival, de rencontrer 90% des auteurs qui ne savent même pas qu'elle existe. Alors que l'État nous affirme, l'État, la SOFIA, le ministère de la Culture, la SOFIA, le syndicat national de l'édition et la Société des gens de lettres nous affirment qu'ils ont investi des sommes colossales en termes de communication. Auprès de qui? On ne sait pas. Les auteurs n'ont pas été touchés. Les auteurs ne savent pas. Mais c'est marrant parce qu'on se retrouve aussi dans des configurations politiques, c'est-à-dire qu'à un moment donné, je trouve toujours étonnant de se retrouver dans la situation de « ah ben je ne savais pas ».
Je trouve que dans ce cas-là, c'est généralement le pire qui se produit, et d'une certaine manière, encore une fois, qui est responsable? C'est ceux qui, j'ai envie de dire, c'est ceux qui laissent faire, ceux qui ne s'expriment pas. Et s'exprimer, c'est pas simplement s'exprimer pour gagner, c'est s'exprimer, encore une fois, pour témoigner, pour faire entendre une voix. Bon, je dirais, notre première démarche consiste à, je dirais, parler, essayer de faire prendre conscience de ça, essayer d'exposer les choses telles que nous on les ressent, et c'est pas toujours évident. La deuxième chose, c'est s'unir entre auteurs, un auteur, c'est quoi? Je disais tout à l'heure, ceux qui touchent le droit d'auteur, c'est les traducteurs, c'est les directeurs de collection, ce sont les romanciers, mais finalement, un auteur de documentaire, il est aussi auteur, un scénariste, il est aussi auteur, un auteur de scénario de bande dessinée, il est aussi auteur. Donc c'est essayer de fédérer, je dirais, l'ensemble des auteurs de la chose écrite sous toutes ses formes. Et là, je pense qu'à plusieurs, on peut avoir un poids. Mais ce que je crois aussi, c'est que les auteurs, sans les éditeurs, sans les libraires, sans les médiathécaires, sans les bibliothécaires, et évidemment sans les lecteurs, ne peuvent pas grand-chose. Je crois que les auteurs seuls ne peuvent pas grand-chose. Mais peut-être qu'on peut réussir à se faire entendre et à emmener avec nous, c'est un combat pour tout le monde, les lecteurs, les libraires, les bibliothécaires, les éditeurs, ça je crois. Juste par rapport à la question de lecture, enfin moi-même en tant qu'auteur, j'aime pas ce mot, enfin ça fait, je me la pète, mais bon, apparemment c'est ce que je suis. Par rapport aux moyens de, pas d'action, mais de communication, le truc c'est qu'en fait, c'est pas qu'on n'a pas assez d'informations, c'est qu'on a trop d'informations. C'est trop d'informations noie l'information. Et c'est pareil, mais bon, attention, c'est mon opinion personnelle, hein, ça n'engage que moi. En haut de ma tour d'ivoire, peut-être que voilà, j'ai peut-être pas une vision non plus très, on va dire, très ouverte de la chose, mais c'est le ressenti que j'ai. Le problème, c'est que c'est comme pour la surproduction de produits culturels actuels. On a 14 à 17 films qui sortent par semaine en France. Il y a 10 ans, un ancien directeur éditorial des éditions Soleil disait actuellement il sort 1500 bandes dessinées en France par an. Alors, inclus le comics, le manga, la bande dessinée, les rééditions. L'édition en 2012, c'était 36 000 nouveautés par an. Attention, je parle en bande dessinée. Non, voilà. On pourrait élargir l'édition au sens large en 2012, 36 000 nouveautés par an. Voilà. Le truc, donc là on en est, donc ce directeur de marketing, entre guillemets, disait voilà, bon, l'année prochaine on va passer à 2000. C'est chaud, mais bon, c'est gérable. Parce que